En toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa, bonjour à tous. Et ce matin, Christophe, vous recevez Maude Bréjon. Maude Bréjon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes porte-parole de La République En Marche et élu au conseil municipal de Levallois. Alors la politique sanitaire, on l'a entendu à l'instant, du gouvernement suscite des commentaires. Est-ce qu'on ne prend pas un trop grand risque à ne pas vouloir confiner, non pas sur toute la métropole, mais en Moselle? Tout le monde attendait un confinement en Moselle où les variants font flamber l'épidémie, et finalement il n'y en a pas. N'est-ce pas un trop grand risque? Tout le monde attendait peut-être un confinement en Moselle, tout le monde attendait un confinement national il y a 15 jours. On commande beaucoup l'actualité sanitaire. Encore une fois, il faut distinguer le politique et les médecins. Aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise en Moselle, c'est de ne pas reconfiner tout de suite parce que les autorités sanitaires nous disent c'est pas l'urgence. En tout cas, c'est pas absolument nécessaire. Et oui, mais les élus locaux ne sont pas médecins. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place par Olivier Véran. Plus de testés, tracés, isolés, plus de vaccins, et puis des mesures dans les écoles, notamment avec des heures de rentrée et de sortie d'école qui vont être étalées pour éviter les croisements, pour éviter les brassages et les flux de population devant les écoles. Et donc ça, aujourd'hui, les autorités sanitaires disent que c'est suffisant. Après, moi, j'entends l'inquiétude des élus locaux, et je suis moi-même élue locale. C'est normal qu'ils s'intéressent et qu'ils s'inquiètent de la santé de leur population. Mais encore une fois, il faut distinguer le politique du sanitaire. Aujourd'hui, les autorités sanitaires disent qu'il n'y a pas d'obligation à reconfiner. Et quand on sait le coût d'un reconfinement, le coût humain, le coût économique, c'est normal que ce soit vraiment de l'ordre du dernier recours. Les hôpitaux, néanmoins, se mettent en mode alerte, notamment en Ile-de-France. On a l'impression qu'on gagne du temps, et c'est tant mieux, parce qu'en effet, ça coûte cher, mais qu'on n'échappera pas à un reconfinement en mars. C'est votre sentiment ? Écoutez, moi je fais de la politique, je suis ingénieur de formation, mais je suis pas épidémiologiste. Donc je pourrais vous donner des pronostics, mais on serait là au Café du Commerce et il vous a pas échappé qu'ils sont tous fermés. Tout faire pour échapper à un confinement, c'est le... Il y a 15 jours, encore une fois, tout le monde disait le président de la République va reconfiner, il doit reconfiner. Aujourd'hui, quand on regarde avec un peu de recul, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'on a une situation qui est certes très préoccupante, mais qui pour autant reste relativement stable, avec 18, 20 000, 22 000 cas par jour. Ça n'augmente pas de façon drastique. Et donc le président de la République a eu raison de ne pas reconfiner et de prendre en compte l'ensemble des indicateurs comme il l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que on a encore des commerces ouverts, que les écoles sont encore ouvertes et qu'on arrive à tenir, d'une part de par ces mesures prises par l'État et puis par les Français qui sont extrêmement responsables. Je rappelle que certes, il n'y a pas de confinement, enfin il y a quand même un couvre-feu national à 18h notamment. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises supplémentaires avec les grands centres commerciaux qui sont fermés. Et donc pour le moment, ça tient. Alors si ça tient, donc profitons-en pour ouvrir les musées. On saura aujourd'hui si Louis Alliot obtient l'ouverture de ses musées à Perpignan. Est-ce que vous souhaitez qu'il gagne ? Est-ce que vous souhaitez plus globalement qu'on rouvre les musées en France ? Alors moi, je souhaite que dès que ce soit possible, on rouvre les musées, on rouvre les lieux de culture. C'est trop tôt ? Malgré tout, aujourd'hui, on voit bien que la situation reste très préoccupante. On a quand même des mesures sanitaires qui sont très fortes. On est sur un plateau qui est très haut. On peut se permettre, disent les autorités sanitaires, de ne pas se reconfiner, en tout cas de ne pas le faire maintenant. On ne sait pas où on en sera dans quelques semaines, mais aujourd'hui, ce n'est pas absolument nécessaire. Ça ne veut malheureusement pas dire qu'on peut desserrer la bride. Jean-Christophe Cambadélis était à votre place vendredi et il nous a dit ceci: la promesse de vacciner tous les Français avant la fin de l'été sera à Emmanuel Macron ce que l'inversion de la courbe du chômage a été à François Hollande. C'est-à-dire, vous n'arriverez pas à vacciner tout le monde, et Macron perdra la présidentielle à cause de ce fiasco. Oui, je constate que Jean-Christophe Cambadélis est meilleur dans les petites phrases politiques que dans les propositions constructives. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes vaccinées. Plus de 40% des plus de 80 ans ont été vaccinés. La vaccination, elle se déploie avec notamment AstraZeneca pour tous les soignants. Il n'y a pas la double dose pour toutes les personnes âgées que vous citez. On a encore besoin de temps, quand même. Ça avance bien. Moi, j'entends les membres du gouvernement qui gèrent l'approvisionnement comme Agnès Pannier-Runacher et puis ceux qui sont sur le plan sanitaire comme Olivier Véran dire qu'aujourd'hui le calendrier sera tenu. Vous êtes optimiste. Parce que l'approvisionnement, certes, il rencontre des difficultés parce qu'il y a des difficultés industrielles, mais il fonctionne. Le président de la République avait réuni l'ensemble des acteurs il y a 2 semaines. Ça a permis l'ouverture à venir de 4 sites de production, enfin en tout cas d'assemblage en France pour améliorer ce flux-là. Les professionnels de santé sont tous extrêmement mobilisés et donc aujourd'hui, ce n'est pas une promesse vaine. Tout est mis en place derrière sur l'ensemble du territoire. Alors si ça va bien
on aura bientôt 10 millions de vaccinés 2 doses en France, donnons-leur un passeport vert comme en Israël, qui va permettre en Israël et peut-être demain en France de rouvrir les restaurants, les salles de sport. Alors ça, c'est une vraie question, la question du passeport vaccinal. Alors, vous êtes pour ? Il y a deux choses. Je pense que le débat doit être posé. Si vous voulez, sur le fond, je pense que ce passeport vaccinal, il existera d'une façon ou d'une autre, au sens où il y aura, à mon avis, un moment, mais c'est déjà un peu le cas, où vous ne pourrez pas monter dans un avion sans être vacciné. Si alors aujourd'hui, c'est un test PCR. Voilà, si on a un passeport après, pour prendre l'avion, pourquoi ne pas avoir un passeport pour... Il y a une question, déjà, éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est acceptable ou pas en France ? Quel est le degré d'acceptabilité ? Parce que moi, j'observe qu'on nous parle maintenant du passeport vaccinal, mais qu'il y a quelques semaines, l'ensemble de l'opposition accusait le gouvernement et le président de la République d'être liberticides. Donc, voilà, il faut aussi savoir où est-ce qu'on veut se placer. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que le vaccin empêche la transmission ? Parce que c'est aussi la question aujourd'hui. Si vous allez dans un restaurant mais que vous pouvez être porteur et que vous pouvez transmettre malgré le fait que vous soyez vacciné, ça change aussi la donne. Attrape, l'enseignant qui a alerté contre la menace islamiste veut quitter son établissement. Le maire, lui, qui s'est opposé à cet enseignant, est menacé de mort. Est-ce qu'il y a instrumentalisation politique, comme le dit Yannick Jadot ? Alors, je ne sais pas s'il y a instrumentalisation politique, mais en tout cas, je pense qu'en effet, il faut être extrêmement prudent sur cette question de trappe. En tout cas, en l'occurrence, sur ce qui s'est passé entre cet enseignant, entre ce maire. Il y a beaucoup de versions. Néanmoins, ce que je constate, c'est que au-delà des dires de l'enseignant, la communauté éducative de ce lycée a pris la plume sous forme d'une pétition pour dire effectivement, il y a un problème aujourd'hui dans ce lycée pour l'enseignement d'un certain nombre de disciplines. Je constate aussi qu'en janvier dernier, un sondage de l'IFOP est paru et plus de 50% des enseignants disaient s'auto-censurer dans leur enseignement. Et donc aujourd'hui, sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé à Trappes et de cet enseignant et du barbier dont on a parlé, il y a quand même une réalité qui est que dans certains quartiers, la République a perdu du terrain et que l'islamisme a gagné du terrain. Et ça, on peut pas le nier. Et donc, c'est tout, ça confirme et ça légitime la stratégie du gouvernement et de Gérald Darmanin, notamment avec le projet de loi sur le séparatisme, où le ministre de l'Intérieur a pour ambition, et il a raison, et c'est la volonté du président de la République, d'aller rechercher chaque centimètre par centimètre que la République Le projet de loi actuel pourrait améliorer la situation à Trappes. Le projet de loi actuel répondra à la question fondamentale qui est comment l'islamisme gagne du terrain aujourd'hui sur le sol français, ou en tout cas dans certains quartiers. Donc c'est le délit de séparatisme, c'est la lutte contre la haine en ligne, c'est le fait d'élargir le principe de neutralité à des millions de personnes dans la fonction publique. Ça, c'est très important. C'est une pierre à l'édifice, c'est pas la seule pierre à l'édifice, il y a aussi le terrain de la sécurité de façon plus générale. Le ministre de l'Intérieur a annoncé 60 quartiers de reconquête républicaine, ça doit aussi participer à ça. Face à cela, en attendant l'effet de cette loi, est-ce que vous considérez que le maire de Trappes, qui est proche de Benoît Hamon, donne dans l'islamo-gauchisme ? Je considère qu'il a été... qu'il a eu parfois des discours que moi je qualifierais de pas forcément très clairs, si vous voulez, et qu'il a pu jeter de l'huile sur le feu. Moi, il y a une chose qui m'a profondément choquée, c'est le fait qu'il soit allé dans le lycée distribuer un tract, alors qu'on me dit s'il est pas politique, le tract est politique, pas politique, c'est pas mon problème. Le fait est qu'on est là, un élu de la République, dans un contexte où l'élection a été invalidée, et donc on est malgré tout dans un contexte de campagne électorale, même si ça se rejouera peut-être que dans quelques mois. Il va tracter dans un lycée. Excuse-moi, je pense que c'est pas le rôle d'un élu de la République, et qu'encore une fois, l'heure est à l'apaisement et qu'il aurait peut-être pu œuvrer davantage pour cet apaisement-là. Alors, est-ce que Gérald Darmanin a eu raison jeudi soir de dire à Marine Le Pen, vous êtes trop molle face à l'islamisme ? La majorité semble divisée depuis ses propos. Certains disent que ça affaiblit Marine Le Pen, mais d'autres disent au contraire, ça la banalise, ça la renforce. Est-ce que vous pensez que Darmanin a fait une erreur ? Mais si la question c'est de savoir est-ce que Marine Le Pen est dangereuse pour la République, est-ce qu'elle a des idées qui sont dangereuses, donc est-ce qu'elle véhicule est dangereuse, la réponse est évidemment oui. Et là-dessus on est tous alignés, Gérald Darmanin, le gouvernement, le parti que je représente. Alors fallait-il la qualifier de trop molle face à l'islamisme ? Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'aujourd'hui,
quoi qu'on pense de Marine Le Pen, elle est entre 20 et 25% sur l'ensemble des scrutins nationaux, européennes, présidentielles. Et donc, on ne peut pas uniquement la combattre sur le terrain de la morale. C'est ça qu'a voulu démontrer Gérald Darmanin. Il est allé face à elle pour la combattre sur le plan des idées, en montrant qu'elle ne connaissait pas ses chiffres, qu'elle était dans l'approximation permanente et qu'au fond, les idées qu'elle véhiculait, étaient des pures arnaques. Moi, je suis assez étonnée d'entendre une partie de la gauche, une partie de la droite dire que Gérald Darmanin serait là en train de faire un tango, c'est ce que disait Manon Aubry, avec le Rassemblement national. Gérald Darmanin, c'est avant tout un élu local dans un département, dans un territoire qui est sa ville de Tourcoing, le département du Nord, où depuis des années et des années, le Rassemblement national est fort et gagne du terrain, et où depuis des années, lui-même lutte sur le terrain contre la montée de ces extrêmes-là. Donc lui faire le procès aujourd'hui de faire un pas de danse avec Marine Le Pen, moi je constate surtout qu'on a là un homme politique qui a mis les gants depuis 15 ans face au Rassemblement national. Et puis une dernière chose, j'aimerais qu'on soit plus nombreux à aller combattre les idées du Rassemblement national et aller combattre Marine Le Pen sur le terrain des idées. Parce que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la gauche et l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête, ne dit plus un mot par rapport à Marine Le Pen. La seule cible, c'est Emmanuel Macron. Et moi, ça me pose problème. Xavier Bertrand également, qui explique pourtant si bien que sa région des Hauts-de-France est une terre où le Rassemblement national est très fort et où il faut le combattre particulièrement. Ça fait 6 mois qu'il passe son temps à tirer à boulet rouge sur le président sans un mot contre Marine Le Pen. Que préférez-vous pour 2022 ? La proportionnelle dans des listes départementales, méthode Bayrou, une dose de proportionnelle pour corriger l'élection dans les circonscriptions par une liste nationale complémentaire, ou rien du tout parce qu'on n'a plus le temps ? Alors, il y a effectivement l'introduction d'une dose de proportionnelle était dans le programme du président de la République. Encore le temps de le faire. Et moi, je vais vous dire, j'y suis pleinement favorable parce que je pense que il y a un sujet de représentativité au Parlement et qu'améliorer la représentativité, au fond, c'est un des leviers, peut-être pas le seul, mais un des leviers qui doivent permettre de reconsolider ce lien entre le monde politique donc faut le faire tout de suite, quoi. Et les citoyens. Pour autant, j'entends bien qu'aujourd'hui, on est à 15 mois de la présidentielle et que donc, d'une part, il n'y a pas de consensus politique, c'est la première chose. D'autre part, on est dans un contexte Covid où on peut entendre que ce n'est peut-être pas la priorité. Donc, pour le prochain mandat. En tout cas, je rappelle quand même qu'il y a une réforme constitutionnelle qui avait été proposée et qui a été bloquée par le Sénat et qui était d'ailleurs bien plus ambitieuse que ce qu'on propose là. Un tout petit mot de politique internationale, sommet G5 Sahel aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que la France se retire du Sahel et en mette fin à l'opération Barkhane ? Non, je souhaite pas que la France se retire. Je pense que le combat qui est mené contre le djihadisme là-bas, contre l'islamisme, il est absolument nécessaire. Il faut le faire ensemble, à l'échelle européenne. Il faut travailler sur le développement également. La solution, elle est militaire. Elle est aussi sociétale. Merci beaucoup, Maud Bréjon. Bonne journée. Merci.